Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour un énorme et gigantesque craquage avec mes achats comics du mois d'avril 2024. Le craquage, c'est pas suffisant comme terme, peut-être qu'il faudrait utiliser un autre terme. C'est complètement dingue. J'avais jamais acheté autant de comics au mois d'avril. Alors, honnêtement, il y avait tout pour que ça soit la merde. Le retour de mon personnage préféré dans les comics. Mon autre personnage préféré dans les comics, qui lui avait un mois quasiment consacré à beaucoup de ses publications. J'étais déjà mort. Un omnibus d'un run que je suis en train de faire, il me le fallait absolument, j'étais mort. J'étais très mal, c'était une catastrophe. Voilà, donc là je sais pas pour combien il y en a, mais je pense qu'il y en a pour plus de 200 € sans problème, hein, même plus. On va, je vous le dis tout de suite, vu que je suis en vacances, vu que j'ai été en vacances il n'y a pas longtemps, il y a eu des jours fériés, etc. Il y a eu pas mal de choses. Il y a des choses que j'ai déjà lues, des choses que j'ai pas encore lues, etc. Donc globalement, je vais pouvoir vous parler de certains titres que j'ai lus depuis en fait. Quand je les ai eus en avril, je les ai lus depuis. Je voulais vous dire plusieurs choses. La première, c'est que là, je vais vous parler de certains titres ici. Il y a des titres où je vais rester plus longtemps, d'autres titres où je vais passer assez vite. Mais en tout cas, je suis très content de pouvoir vous les partager. Donc si jamais vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et à la partager sur les réseaux sociaux. Ça soutient tout ce que je fais. Donc n'hésitez pas et puis dites-moi dans les commentaires évidemment ce que vous lisez en ce moment. Alors, on va commencer avec le titre du mois. Le titre du mois, celui qu'il fallait prendre. Celui que si vous n'avez pas pris, je vous casse la gueule. Non, je plaisante, c'est un peu violent, mais voilà, il fallait prendre évidemment. Évidemment, s'il vous plaît, Dawn of Green Arrow et Black Canary, on va en reparler. Le grand retour de Green Arrow publié chez Urban Comics. Alors, Green Arrow, la dernière fois que ça a été publié, c'est marqué derrière, après les événements de Green Arrow Rebirth. Alors ça me fait sourire, hein, puisque les événements de Green Arrow Rebirth ne sont pas allés jusqu'à leur terme, puisque je possède les TPB de Green Arrow Rebirth, qui sont des numéros 39 à 42, puis 48 à 50, et ici vous avez, oui, parce que c'est un peu bizarre, ils sont pas vraiment dans l'ordre, mais bon, c'est les États-Unis. Green Arrow 43 à 47, et vous avez l'annual. Ça, c'est les donc combien 11 derniers numéros. Allez, 11 derniers. Non, si, les 11 derniers numéros, pardon. Donc du 39 au 50, que nous n'avons jamais eu en VF. En fait, le run de Green Arrow Rebirth, il s'est arrêté. C'est vrai qu'on a eu l'intégralité du run écrit par un seul auteur, et ensuite des nouveaux auteurs sont arrivés, et qui notamment, donc comme vous le pouvez voir dans cette couverture, Green Arrow va avoir pas mal de problèmes sur cette conclusion. Je vous dis pas pour les lire, alors moi qui ai un niveau d'anglais qui est au ras des pâquerettes, ça a été une horreur. Alors en plus, dans ma bibliothèque, quand d'un coup, avec mon titre Urban, d'un coup t'as 2 volumes VO, ça fait un peu chier, mais bon, j'aurais bien aimé limite qu'ils le publient juste en un seul volume, et comme ça on aurait tout vu. Bon, on l'a jamais eu. Et donc, ce qui fait qu'ils disent ça suit Green Arrow Rebirth, ça suit surtout le numéro 50 qu'on n'a jamais eu. Je peux vous montrer à quoi il ressemble, hein, puisque ça, vous l'avez jamais eu. Hein, si jamais vous ne l'avez pas acheté, hein, vous l'avez jamais eu. Voilà, ça c'est le numéro 50, et vous devez vous dire, qu'est-ce que c'est que ce truc-là voilà, qu'est-ce que c'est? Je vais vous montrer. Voilà, vous avez ici une sorte de conclusion assez importante. Et notamment, alors ça permettait, cette conclusion, de remettre un peu au centre du sujet, la question du duo mythique Black Canary et Green Arrow, et ça se terminait avec une sorte de révélation. Alors, je pense que voilà, on va peut-être pas trop en dire parce que je sais pas trop à quel point on va m'accuser de spoiler, mais ces deux dernières planches étaient assez introspectives sur le personnage, et c'était voilà, c'était assez fort. Et ça posait la question tout simplement que Green Arrow arrêtait, voilà, tout simplement, qu'on arrêtait, tout simplement. Enfin, Oliver Queen en tout cas arrêtait son rôle. C'est pour ça que ça a mis longtemps et que là d'ailleurs il est de retour. Et ça se terminait avec une sorte de petit cliffhanger, mais que honnêtement, vu qu'il n'y avait plus de série Green Arrow, je savais pas du tout où on allait avec ça. Donc ça termine avec ça. Et donc c'est ce que je vous disais ici, c'est que on voyait que Green Arrow avait renoncé plus ou moins à son rôle, et il avait laissé dans une boîte, etc. Et puis on avait vu que bon, il y avait des trucs un peu bizarres qui se produisaient, donc peu importe. Et donc, ça on l'a jamais eu en VF, Et là, Green Arrow, donc on redémarre, je vais vous montrer, ici, clac, voilà, d'un coup, boum. Et là, les mecs me disent, waouh, Green Arrow, il s'est passé quand même un truc, il s'est passé un monde entre les deux, Ça, je vous confirme. Puisque là, on part sur un truc que j'avais jamais lu sur Green Arrow.
Alors, Green Arrow, c'est un personnage pour moi qui est normalement profondément urbain, comme Daredevil, on reparlera de Daredevil plus loin, qui est un personnage qui doit pour moi avoir des enjeux un peu de cité, un peu de société, etc., etc., et qui sont des enjeux un peu terre à terre. C'est pas le parti pris de Joshua Williamson, puisque c'est Joshua Williamson, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais qui est aujourd'hui sur la série Green Arrow, et c'est pour ça d'ailleurs que la série, je pense, est publiée en VF. Je pense qu'à mon avis, on l'aurait pas eu sinon, puisque Green Arrow, c'est une série qui... Enfin, c'est un personnage qui est quand même assez secondaire, mais vu que c'est Joshua Williamson et c'est celui qui est le grand architecte de l'univers d'ici en ce moment, notamment c'est lui qui scénarise les Dark Crisis, c'est lui qui a vraiment hérité, hein, parce que c'est lui qui a eu le plus long run sur Flash, juste avant, sur Flash Rebirth, et donc un peu on lui a confié le bébé, parce que pendant la période Rebirth, c'était Scott Snyder avec l'univers métal qui chapeautait un peu tout, il y avait Geoff Jones aussi avec son univers un peu avec les Watchmen, voilà, c'est surtout les deux gros auteurs qui manœuvraient. Ensuite il y a eu James Tynion Ford qui a eu un peu une période au milieu, qui voilà, a mis des choses en place, qui a fait des choses, et ensuite donc on a confié un peu l'univers d'ici à Joshua Williamson, qui fait beaucoup de choses, parfois du bien, parfois du moins bien. Et je peux vous dire que s'il y a un comics à acheter ce mois-ci, achetez Green Arrow, Dawn of Green Arrow et Black Canary. Alors je sais, c'est pas donné. C'est pas donné pour un personnage secondaire parce que je crois que c'est presque 30 € hein, avec 2 séries. Alors il y a la série Black Canary, on en reparlera après. Voir Green Arrow se retrouver dans des enjeux sur d'autres planètes, etc., c'est pas vraiment ce que je m'attendais à lire sur Green Arrow, hein. Je vais pas vous mentir, hein, j'étais là, je disais mais waouh, qu'est-ce qui se passe, etc., c'est bizarre. Et pour autant, ça fait suite clairement à la dernière crise qui a eu lieu chez DC. Donc si vous n'avez pas lu la crise, ça peut être un peu chaud, mais c'est pas très grave, vous inquiétez pas, vous lisez l'édito au début, il y a un super édito d'Urban, je peux vous le montrer, qui est extrêmement bien fait, vraiment c'est tout est bien expliqué, on vous remet dans le contexte, on vous réexplique ce qui s'est passé, on vous réexplique la continuité, etc., etc. C'est vraiment très bien fait, voilà, je suis assez content. Alors après, je trouve qu'il y a des choses qui sont pas totalement explicitées, ça aurait mérité un peu plus de détails, mais c'est peut-être pas très grave. On retrouve un Green Arrow un peu avec un style que moi j'aime beaucoup. Et puis alors artistiquement parlant, alors là je peux parler donc de ce dessinateur que je ne connaissais pas qui s'appelle Sean Izaakse, je sais pas comment on le prononce, qui a un style que j'adore. C'est hyper coloré, hyper dynamique, c'est très beau, je trouve que vraiment... un dessinateur que je ne connaissais pas et qui se révèle sur cette série. Je ne sais pas du tout d'ailleurs s'il avait déjà fait des choses avant, s'il était connu, mais moi je n'ai jamais vu, en tout cas je pense pas avoir vu quelque chose de cet auteur dans mes comics, tout simplement dans mes bibliothèques. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est que c'est un comics qui va clairement être majeur dans l'univers d'ici parce qu'on sent que voilà, c'est un peu la pierre angulaire. J'adore le travail de Black Canary dans la série Green Arrow, je trouve qu'elle est super dedans. Il y a des enjeux, ça va à 200 à l'heure, c'est hyper bien. On a le retour du duo phénoménal Green Lantern Green Arrow et ça fait plaisir. Pour ceux qui ont lu le run culte de Green Lantern Green Arrow, alors là c'est un peu le postulat inverse hein, parce que dans le run culte Green Lantern Green Arrow, enfin Green Arrow Green Lantern, on a Green Lantern qui vient sur Terre et qui se confronte un peu aux problèmes de société. Donc un peu on vient dans notre problème. Là c'est plutôt l'inverse, c'est Green Arrow qui va dans l'espace, qui va sur d'autres enjeux. Et donc Green Lantern est un peu plus dans son élément. Donc c'est assez différent mais c'est tout à fait intéressant. Et ça y va, ça castagne, c'est vraiment excellent. Je l'ai dévoré, c'est-à-dire que je l'ai reçu, je l'ai dévoré. Je trouve que le dessinateur en plus fait un boulot formidable. Vous savez que j'adore les couleurs. Et je trouve que le coloriste qui s'appelle, je sais pas si on a le nom du coloriste ou pas. La couleur c'est Romulo Farajdo, mais vraiment il est excellent. On a très souvent des très beaux dessins, vraiment, un beau coup de crayon qui est très réussi. Et donc la série, pour information, c'est pour ceux qui se poseraient la question, donc la série est à la base une série courte, 6 numéros. Elle a été prolongée jusqu'au 12e numéro et là elle vient d'être prolongée comme une série régulière, donc on ne sait pas quand est-ce qu'elle va se conclure. Alors est-ce qu'il y aura 50 numéros? J'y crois pas trop. Je pense qu'à mon avis on aura peut-être 25, peut-être 30 numéros, ce qui serait déjà énorme pour un personnage comme lui. En tout cas donc je m'attends que dans les volumes suivants, là parce qu'il partage la vedette avec une autre série, mais je pense qu'après peut-être qu'il n'y aura que Green Arrow à l'intérieur. Et donc on aura des volumes avec peut-être 12 épisodes de Green Arrow, et ça va être formidable. Bref, je me suis régalé à le lire.
Alors c'est un Green Arrow donc, qui est dans l'espace, hein, voilà, et qui doit régler des problèmes hérités de la crise, de la dernière crise, Dark Crisis, qui doit affronter des méchants en plus assez stylés. Franchement c'est très très cool. Alors après, j'ai adoré d'ailleurs ce passage, qu'est-ce que c'était beau là, ah ouais c'était magnifique. Oh là là, je peux vous dire que ça m'a rappelé justement le run de Rebirth, où il y avait des passages comme ça, avec dessiné par, comment il s'appelle le dessinateur de la période Rebirth, qui était vraiment super, j'ai plus son nom, mais vraiment c'est très 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 beau. Quand je vous ai dit que c'était très beau, c'est que je vous exagère pas, hein, c'est vraiment magnifique. Bon. Ensuite on passe à Birds of Prey, et là Birds of Prey c'est un style extrêmement différent, vraiment rien à voir. Qui, bah voilà, un style de crayon quand même beaucoup plus cartoon. Mais ce qui m'a donné envie de le lire, parce que honnêtement j'ai lu la première partie d'une traite, je l'avais à peine reçu, hein, boum, tout de suite je l'avais lu. C'est que quand j'ai eu le run, j'ai dit ah tiens, le deuxième partie, peut-être que je lirai, peut-être que je lirai pas, on verra. Mais bon, je l'ai payé, je vais le lire. Et j'avais vu que c'était Kelly Thompson qui scénarisait et qui avait été scénarisé juste avant la sortie de cette série sur son run de Black Widow. Alors je vous ai suffisamment dit que j'avais bien aimé le run de Black Widow, mais que je ne comprenais pas pourquoi c'était scénarisé plutôt que Daredevil de Chip Zdarsky qui est sorti au même moment et qui était pour moi la meilleure série en cours aux États-Unis et même tout éditeur confondu. Enfin là vraiment il n'y avait pas photo. C'est un dessinateur exceptionnel avec un scénariste exceptionnel qui est en train de nous faire une masterclass. Ça n'a pas été scénarisé, jamais. Je comprends pas, je peux pas comprendre, je maintiens, c'est pas normal. Kelly Thompson donc c'est une scénariste, pardon, c'est quelqu'un qui est capable de scénariser, excusez-moi, des personnages féminins et le faire bien, puisqu'elle a été récompensée pour cela. Même si moi, voilà, j'aurais récompensé Daredevil. Et je maintiens ce que je dis. Et ben, la voir sur Black Canary, j'étais confiant et pas confiant. Parce qu'en fait, quand j'ai vu au dessin, je me suis dit, c'est quand même moins vendeur que le dessin de la première partie. Hein. On va pas se mentir. Donc c'est Leonardo Romero, voilà, qui avait un petit peu travaillé sur les Batman Dark City, et d'ailleurs j'avais pas trouvé qu'il était extraordinaire sur Batman Dark City, donc voilà. Bon, c'est... alors là on revient beaucoup plus à des choses qui nous concernent plus spécifiquement. C'est un comics qui va mettre en scène l'univers féminin de l'univers DC, parce qu'en fait c'est l'univers Birds of Prey, et vous avez du Harley Quinn, mais vous avez aussi un peu de Wonder Woman, vous avez plein de choses comme ça. Ça se lit bien, mais c'est pas exceptionnel, j'ai pas trouvé ça non plus révolutionnaire. Mais je suis content que ça soit publié, parce que je pense que si ça n'avait pas été publié là-dedans, je pense que ça n'aurait jamais été publié. C'est la première fois que je lis du Birds of Prey vraiment. J'avais lu un numéro dans un kiosque hors série Rebirth, là, voilà, qui était tout à fait correct, sans être exceptionnel, mais voilà, ça se défendait, quoi. Mais voilà, c'est pas... Et puis j'ai eu un Birds of Prey aussi, je crois, dans la collection Black Label aussi, qui est sympathique, mais qui était fait par Palmiotti et Amanda Conner, et qui est pas mon duo favori. Bon. Après, voilà, il y a des meilleurs passages, un peu plus jolis. Moi, je préfère par exemple cette fin. Mais ceci étant, c'est pas une masterclass. D'ailleurs, je vous chercher, voilà, là, ici par exemple, vous voyez, c'est le Arist Deyin. Voilà, un nouveau dessinateur, ou une nouvelle dessinatrice, je sais pas comment c'est. Mais en tout cas, c'est sympa. Mais ça m'a pas non plus transcendé. J'ai trouvé ça très bien, mais pas exceptionnel. Bref, vous l'avez compris en tout cas. Il faut lire ça, il faut l'acheter, c'est Green Arrow, c'est exceptionnel, c'est trop bien, c'est bourré d'action, c'est un dessin magnifique, achetez-le, bouffez-le, mangez-le, c'est trop bien. Voilà. Joshua Williamson, c'est pas fini, puisqu'il nous a fait une deuxième petite pépite ce mois-ci, Batman et Robin, dynamique duo, j'allais dire Deadly Duo, rien à voir. Donc Joshua Williamson et surtout au dessin Simone Di Meo, que vous connaissez si vous suivez les parutions de iComics, puisqu'il travaillait sur la série We Only Find Them When They're Dead. J'ai jamais lu ce truc là, mais bon, à ce qui paraît c'était le comics, attention si vous l'avez lu, ça a changé la vie des gens. De ce qu'on voyait, Sullivan disait ça, et puis après les gens quand ils le lisaient, ils disaient pas tellement. Donc bon, j'ai toujours par contre trouvé que ce Simone Di Meo dessinait particulièrement bien. Il dessine vraiment bien. Et donc là, j'étais mais comme un dingue. Je me suis dit, mais ça va être trop cool, ça va être trop stylé de le voir dessiner un personnage de Batman avec Robin. Et puis Joshua Williamson, je l'avais adoré voir travailler sur Flash. Je me suis dit, là, Flash qui avait eu beaucoup d'enjeux, etc. Je me suis dit, là, ça peut être très très cool d'avoir un peu une remise en avant du duo Batman et Robin, qui pour moi, je ne les avais pas revus ensemble vraiment dans une série depuis la série Batman et Robin des New 52 en intégrale. Et déjà ce que j'ai été surpris c'est que ce soit un tome 1. Je pensais que ce serait une histoire intégrale. Je
pensais pas que ce serait une série régulière, donc j'étais assez surpris, pas déçu mais surpris. Parce que bah voilà, je me suis dit bah on va avoir un volume à part comme on a souvent, etc. Donc j'étais assez surpris. Et ça je le savais pas quand je l'ai acheté, hein. Je l'ai commandé, j'ai dit voilà, je veux le lire, ça a l'air cool. Ce que j'ai aimé dans cette histoire, c'est de voir Batman et Robin, enfin voir Batman et Damian, dans un rôle père-fils un peu étrange. Par exemple, on va le voir à l'école, un machin, etc. Bon, c'est intéressant. C'est un comics qui globalement mise beaucoup sur le fait que ça va à 200 à l'heure. J'ai beaucoup aimé revoir un peu l'univers installé par Grant Morrison, revoir Damian, revoir Talia al Ghul, etc. C'était plutôt cool. Ceci étant, j'ai trouvé que c'était pas le truc le plus inspiré que nous a fait Joshua Williamson. J'ai pas dit d'ailleurs, la couverture est absolument sublime, vraiment. Et à l'intérieur, c'est très beau. Donc je pense qu'il faut l'acheter parce que vous aimez le dessin. Voilà, faut vraiment l'acheter pour ça. Scénaristiquement, j'aime bien aimer les méchants. Je trouve que voilà, on utilise la galerie des méchants de Batman. Voilà, on a une association de criminels qui veulent faire tomber Batman, c'est plutôt cool, c'est sympa. Si vous aimez Batman, je pense que vous ne serez pas déçus. C'est rare d'être vraiment déçu et de dire oh là là, qu'est-ce que c'est vraiment mauvais, Batman. Et ce qui m'a un peu surpris, c'est là de voir écrit épilogue. Donc c'est pour ça que ça m'a... Vraiment, je me suis dit, tiens, ça veut dire qu'il n'y aura pas de suite, il n'y aura pas de tome 2. Et puis je vois tome 2 à la fin. Donc en fait, j'étais surpris qu'il y ait une suite. Alors d'ailleurs, ce numéro était particulièrement sublimissime. Vraiment, je l'ai trouvé incroyable. Je vais vous montrer, il y a une planche notamment qui est magnifique, magnifique. Alors c'est un annual, hein, mais qui était très beau. Je vais vous montrer. Ah, attendez, elle est pas là. Elle est juste après ça. Voilà, ça c'était très beau, je trouve qu'il y a une belle dynamique, c'était magnifique. Bref, bon, voilà, je l'ai trouvé très très bien. Prenez-le, Joshua Williamson, là, 2 petites pépites. Mais Robin, c'est pas fini, parce que quand vous dites qu'il y a 2 pépites, il va y en avoir une 3e, bah si, puisque est sorti ce chef-d'œuvre, et là je peux utiliser le terme chef-d'œuvre, Superman Lost de Christopher Priest. Christopher Priest qui a beaucoup travaillé sur du Black Panther, que j'ai pas lu, et le dessinateur c'est Carlo Pagulayan. Waouh! Voilà, on dit ça. Je m'attendais pas à lire ça. Alors en fait, c'est un Superman, pour faire très simple, hein, qui va partir dans l'espace, comme souvent, malheureusement. Et en fait, il va vieillir. Alors lui, il ne vieillit pas particulièrement, mais il va vivre des aventures avec un temps qui n'est pas dans le même temps que tout le monde. Et quand il va revenir sur Terre, il aura vécu plein de choses. C'est-à-dire qu'il aura vécu quasiment 20 ou 25 ans. Et quand il va revenir, bah, le monde, lui, par contre, il aura vécu que peut-être 3 semaines ou 3 jours. Enfin, tu vois, c'est quasiment... voilà, il a vécu plein de choses. Et donc, il est un peu en décalage avec... Enfin, il a du mal à se remettre un peu dans le monde normal. J'ai trouvé que c'était d'une poésie absolument sublime. Ah oui, je vois derrière qu'il avait travaillé sur Deathstroke Rebirth aussi, mais j'ai pas lu le run, donc je peux pas vous en parler. J'ai trouvé que c'était magnifique. L'un des meilleurs titres, je pense, à acheter sur Superman. Vraiment. Je me suis laissé transporter par cette histoire. J'ai trouvé un Superman extrêmement touchant. Beaucoup moins pampant la bagarre, hein, que ce qu'on peut avoir parfois. Là, c'est vraiment un Superman qu'on va découvrir humainement, d'accord, dans son humanité. Et comme souvent dans les récits de Superman hors continuité et qui sont très bons, je l'ai trouvé exceptionnel. Et je peux vous dire un truc, c'est que c'est un comics qui pour moi se lit doucement. Voilà, prenez le temps de le lire, vous pressez pas, soyez pas à la va-vite à vous dire il faut vite le finir, lisez-le doucement. C'est vraiment un récit qui demande à être apprécié, qui demande à... En fait, quand le récit démarre, tu te dis tiens, Superman a vécu pas mal de trucs, qu'est-ce qui s'est passé? Et on va le découvrir au fur et à mesure de l'intrigue, et c'est super. Surtout que c'est très intéressant ce qui arrive. Je peux vous montrer cette planche par exemple, elle m'a mis KO quand je l'ai lu. Je trouve que c'est vraiment formidable. J'étais extrêmement content de le lire. Et je pense, sincèrement, que c'est l'un des meilleurs trucs que j'ai lu sur Superman depuis un bon petit moment. Je me suis laissé transporter, j'ai adoré le travail sur Clark Kent. Et franchement, c'est un indispensable. Là, les 3, c'est un indispensable.
Celui qui n'est pas du tout un indispensable, mais je prendrai quand même le volume 3 parce que je suis un pigeon, puisque je l'ai déjà acheté, je peux vous le dire déjà, c'est Venom Carnage Summer of Symbiote. C'est pas bien, oh que c'est pas bien. C'est pas bien, c'est pas bien. D'ailleurs, j'ai appris, je savais même pas, mais en fait les couvertures sont pas dans l'ordre, donc elles sont wraparound, et en fait il faudra les remettre dans l'ordre, sauf qu'il faut mettre le 2, puis après le 1, puis après le 3. Bon, je comprends pas. Peut-être parce qu'elle n'était pas assez vendeuse pour être couverture du numéro 1, peut-être, je ne sais pas. C'est pas bien. Voilà, c'est pas bien. L'achetez pas, ce n'est pas bien. C'est pas bien dessiné, déjà commençons par ça. T'as l'impression qu'ils n'ont pas mis les moyens. C'est bizarre quand même. Il y a des numéros qui sont abominables. Abominables. C'est du remplissage, c'est nul. C'est nul. Faut pas l'acheter. Moi j'achèterai le numéro 3 et je pense que je vais pas les garder. Je pense que je vais les revendre. Alors en fait je les avais achetés pour ceux qui suivent parce qu'en fait je suis la série Venom. Donc j'ai dit bah je vais l'acheter. Oh là mais quelle erreur. Quelle erreur, quelle erreur, quelle erreur. Mais franchement, j'ai eu l'impression de dire... Alors là, le numéro 2, c'était le pire. Le premier encore, il y avait un numéro qui était pas mal et tout. Mais tu lis ça, mais c'est de la merde. Franchement, c'est de la merde. J'ai payé ça, combien? C'est combien cette saloperie? Je ne sais même pas. C'est nul, ne l'achetez pas. C'est pas bien. Même le numéro qui est vraiment au fin fond, qui est vraiment le cœur du crossover est nul. C'est pas bien, ne l'achetez pas. Voilà, c'est dit. Ensuite, Daredevil, Redemption Valley. Alors ça, je l'ai pas encore lu, puisqu'en fait, c'est des comics que j'ai récupéré sur le tard, puisque j'ai eu un petit problème. Donc Daredevil Redemption, ça c'est vraiment un comics que je n'avais pas dans la collection Daredevil, puisque je n'avais pas ce comics. Je ne sais pas pourquoi. J'avais dû le rater à sa sortie. Pourtant, j'achète tout ce qui sort sur Daredevil. J'achète tout. Tout et n'importe quoi. Mais ça, je ne l'ai pas lu. Voilà, je l'ai pas et je l'ai pas encore lu. Donc c'est David Hein au scénario, qui a scénarisé Spider-Man Noir, et Michael Gaydos sur Jessica Jones. Alors en plus, quand j'ai vu le dessin, je me suis dit, j'aime même pas le dessin de Jessica Jones. C'est pour ça que je l'ai pas dans ma collection, parce que je déteste le dessin de Jessica Jones. Et bah ça a pas manqué, quand je l'ai ouvert, j'ai dit, c'est quand même pas Jojo, c'est quand même pas très beau. Mais bon, écoutez, c'est quand même, c'est écrit en must-have, donc ça veut dire qu'il faut que je l'ai. Donc bah, je fais mon acte citoyen, il faut que je l'ai. De toute façon, je veux tout sur Daredevil, donc c'est pas compliqué. Et mais je peux comprendre peut-être pourquoi je l'avais peut-être pas pris. Et encore, parce que de mémoire, même quand il y a des trucs qui sont pas très beaux, je les prends quand même. Mais bon, c'est pas très grave. Alors après, bon, il y a quand même des trucs un peu sympas, il y a des couleurs cool, etc. Mais est-ce que, je pose la question pour ceux qui l'auraient lu, parce que je l'ai pas encore lu, est-ce que ça méritait son label de must-have? Est-ce que c'était vraiment un must-have? Je ne sais pas, en tout cas... Sympa, ça je le lirai ça cet été au bord de la piscine. Volume d'après, Daredevil, Déchéance, que je n'ai pas lu non plus, mais voilà, que j'ai enfin. Donc c'est la première intégrale, épique, pardon, intégrale, faut pas que je dise ça, premier épique sorti sur Daredevil. Et là, quand j'ai vu l'arrière, là j'ai eu peur. C'est annoncé 93-94, mon année de naissance, c'est beau. Volume 18. 18. J'arrive à lire 17 volumes. 17 volumes de Daredevil. 17. C'est-à-dire 17 volumes, plus il y aura des trucs après. Parce que là, 94, oui, c'est après quand même le run de Miller, que j'ai déjà. Mais c'est ça, j'espère que je me trompe pas. C'est après? C'est encore après? C'est possible ça? Mais j'étais là, je disais... nom de Dieu. Alors, donc je l'ai pris en édition collector évidemment. Je veux tout sur Daredevil, donc j'ai pas hésité. Je l'ai commandé tout de suite. Pour info, je l'avais commandé chez mon libraire, je l'avais reçu en version souple. Donc j'ai dû attendre très longtemps, c'est pour ça que je l'ai reçu très très tard. Parce que sinon, peut-être que je l'aurais déjà lu. Mais question style, c'est quand même particulier, on va pas se mentir. C'est quand même dans son jus, c'est quand même quelque chose de bizarre. Voilà, je sais pas, quand j'ai vu la série, j'ai fait ah ouais quand même. Mais bon, écoutez, ça doit se lire, ça doit pas être nul. Bon, on verra bien ce que ça donne. Ça, je vais le lire, ça, ce sera pas lu tout de suite. Ça, ce sera vraiment voilà, sur le tard. Et puis j'étais pas assez ruiné, donc voilà, à force de le voir un peu partout, etc. J'ai fini par le prendre, alors que franchement, je voulais pas le prendre. Je me suis dit c'est pas grave, je commencerai l'univers Ultimate Spider-Man de Jonathan Hickman avec sa série. Et puis, j'ai vu des gens en parler, etc. Alors, je l'ai pas encore lu, mais parce qu'en fait, j'avais pas forcément fondamentalement envie de lire ça. C'est la série Ultimate Invasion, qui est la série qui relance l'univers Ultimate de Jonathan Hickman. C'est du Jonathan Hickman et Brian Hitch. Et à ce qui paraît, c'est quand même assez important de l'avoir lu avant de lire Spider-Man.
Moi, je vais pas acheter je crois qu'ils vont le sortir un peu comme ils font avec les X-Men et tout, vous savez, la période House of X, Power of Ten et tout. Moi, j'attendrai juste qu'ils sortent la série Spider-Man parce que c'est la seule que je veux. Mais on m'a dit que c'était important que je l'ai, donc je l'ai acheté. Je peux vous montrer à quoi ça ressemble à l'intérieur. Je vais essayer de pas trop aller trop loin parce que j'ai pas envie de me spoil pour être tout à fait transparent. Je l'ai acheté sur le tard. Hein. Au début, je voulais pas le prendre. Et puis après, bon, j'avais vu qu'il y a des gens qui m'ont dit quand même que c'était important. Donc, bon, on va essayer de le lire quand même. Peut-être que c'est un comics que je garderai pas dans ma collection à vitam aeternam. Hein, juste voilà, le temps de l'avoir lu. Et puis après, peut-être que je le garderai pas. Sauf si c'est vraiment bien. Parce que j'ai vu que les critiques étaient bonnes, hein, que c'était un bon truc. Alors que je m'attendais vraiment à un truc un peu bateau. Et puis voilà. Donc on verra ce que ça donne. Je sais quoi, c'est quand même important ce qui se passe. Voilà, je vais peut-être pas aller beaucoup plus loin que ça. Voilà, et puis bon, c'est Brian Hitch au dessin, ça doit être très sympa. Je vais pas rentrer dans le détail, mais voilà. Bref, un comics intéressant. Peut-être pas le meilleur, mais intéressant. Fini? C'est pas fini? Je sais pas si j'ai. Bah non! Bah non, et alors? T'as voulu rentrer? T'as voulu ranger? Bah non! Bah non, bah non, bah non. Dernier comics. Et là, le plus lourd, le plus mastoc, ah seigneur. Il est même pas ouvert, hein, je l'ai même pas enlevé du plastique. Puisqu'est sorti au mois d'avril Fantastic Four par Jonathan Hickman, tome 2, fin de série, fin de volume, avec une couverture spécialement pas belle. Voilà, c'est pas beau, c'est pas très beau. Alors je l'ai même pas ouvert, hein, donc je peux même pas vous dire à quoi ça ressemble. De toute façon, ça, je sais même pas quand est-ce que je vais le lire. Je sais même pas. Je l'ai acheté juste parce que je veux ce run. C'est comme je veux le run de New Avengers, et ça je le veux. Voilà, c'est comme ça. Et puis après, je sais pas si j'achèterai encore d'autres omnibus après, parce que je commence à en avoir quand même une pelletée, et à un moment donné, voilà, ça va. Mais celui-ci, il me le fallait, parce que j'ai rien sur les Fantastic Four, et le run que je voulais lire sur les Fantastic Four, c'est justement du Jonathan Hickman. Il y a une sorte de transition sur le Jonathan Hickman. Et je sais que celui-ci est très renommé, très réputé, très apprécié par les lecteurs, donc je me suis jeté dessus. Je vais pas mentir, je pense que ce sera pas ma priorité de lecture. Ce sera pas ma priorité. J'avais bien aimé le tome 1 que j'avais lu, je sais plus quand, il y a déjà un moment. J'ai l'impression que ce comics a mis longtemps à sortir, j'ai l'impression. Mais New Avengers c'est encore pire, parce qu'on a toujours pas l'info, je crois, de la date, hein, du tome 2, hein, je crois pas. Hein. Ou en tout cas, je l'ai pas préco. Donc Fantastic Four. Mais voilà, très content de l'avoir. Bon, on verra ce que ça donne. Hein, voilà. Bref, bah on est arrivé au bout. Alors dites-moi vous, hein, ce que vous avez acheté pour le mois d'avril. Comme vous pouvez le voir, on a complètement pété le budget, on a complètement tout pété. C'est une catastrophe. Mais dites-moi vous dans les commentaires ce que vous avez lu, ce que vous avez acheté, etc. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez la liker, vous pouvez vous abonner, vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux. Il y a le bouton rejoindre juste en dessous pour devenir membre soutien et je vous en remercie. Et je vous attends en commentaire évidemment pour me dire ce que vous achetez, ce que vous lisez, etc. Ça m'intéresse. Dites-moi si vous avez acheté des livres d'ailleurs de cette sélection, ça m'intéresse. Et 17 épiques de Daredevil. Il va y avoir 18, rendez compte. Minimum. Où est-ce que je vais foutre ça? Je sais même pas. Faut que je pousse les murs, je sais pas. Bref, on regardera ça en temps venu. Bref, on se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos sur ma chaîne YouTube. Ciao!